Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose de suivre la toute première partie de ping-pong rôliste que j'ai faite. C'est un format très largement inspiré du tandem ball des imagitateurs. 2 joueurs, pas de maître de jeu, pas de scénario, pas de personnage prédéfini, juste une amorce de 2 minutes maximum, et c'est parti pour environ 1h30 de jeu de rôle en 3 actes. Les 2 joueurs doivent se relancer la balle sans temps mort, avec aussi peu d'aparté hors roleplay que possible. L'histoire développée doit être cohérente, agréable et, cerise sur le gâteau, originale. C'est Maze qui a répondu à mon appel pour ce test. Un très grand merci à lui. Maze apprécie tout particulièrement les jeux à forte émergence, et là on peut dire qu'on a été servi. Encore merci aux imagitateurs qui sont une véritable source d'idées débiles à tenter dans son coin. Et bonne vidéo. Un tout sautement, quelques murmures, une chaise en bois raclée sur le sol de pierre. Il fait frais, en ce soir de fin décembre, mais l'air à l'intérieur de la basilique Saint-Denis est lourd. Il vibre de l'attente qui précède le concert. Musiciens, choristes, solistes sont prêts à emplir la basilique des notes du requiem de Fauré. Vêtus de noir, portant pour la plupart la croix du christianisme, ils semblent suspendus, dans l'attente de l'ordre initial du chef d'orchestre, ou plutôt de la chef d'orchestre. Isolée sur son podium, elle semble chétive, tordue, fragile. Des tics agitent son visage, mais ses yeux et ses mains, oui ses mains surtout, paraissent animées d'une vie bien plus grande que ce corps le suggère. La baguette s'abaisse. Le requiem prend son envol, contourne les colonnes, frappe les murs, le plafond, le sol, les vitraux. Il se réverbère. Il emprunte la petite porte de chêne qui mène à la crypte. Il descend la volée de marche, avale le couloir sombre, s'insinue dans les interstices entre les dalles de pierre. Sont-ce les corps ? Oui, sans doute, ce ne peut être que. Les puissants corps assaillent les oreilles mortes de la créature qui repose là, sous la basilique, plongée dans une torpeur depuis qui sait combien d'années, de décennies même. Un requiem, cette musique d'essence divine qui évoque la fragilité de la vie et l'éternité de la mort, qui réveille un vampire. Quelle ironie. Je suis une jeune fille. Je viens voir la représentation à laquelle ma mère participe, qui est une des musiciennes, une violoniste, et je suis assise. Et j'ai des visions depuis mon plus jeune âge. Et à partir du moment où j'ai pénétré dans cette basilique, j'ai eu comme un mauvais pressentiment. Comme si quelque chose me scrutait. Et pendant cette représentation, ça s'intensifie. J'ai comme un acouphène qui s'amplifie. Et je sors de cette pièce en espérant que ça va s'atténuer. Et je suis comme attiré vers un endroit. J'avance dans un couloir ancien, mais assez bien restauré. Et j'arrive devant une porte.
et j'hésite à la franchir. J'ai l'impression que je suis comme attiré vers cet endroit et en même temps, j'ai comme une sorte de crainte. Tu entends des pas derrière toi parce qu'une personne semble s'approcher à pas de loup. Elle essaye de ne pas faire de bruit. Elle est en train de descendre la volée de marches. Il y a 5-6 marches qui mènent à ce couloir sombre. Et tu étais concentré, on entend toujours le requiem qui est en train de se développer dans la salle principale. Ils ont passé l'introduction. Ça résonne dans la basilique. Mais ici, le bruit est un petit peu atténué. Et une forme sombre s'approche dans ton dos. Une personne, une forme tout à fait humaine qui semble assez haute. La lumière est assez ténue dans ce couloir. Il y a bien sûr l'électricité, mais l'ampoule est sans doute très sale. Et on voit mal, on distingue mal les formes. Et, et en plus, la personne qui s'approche est habillée de noir, vêtue une robe peut-être. Et est-ce que je la vois venir ou elle me surprend? Non, elle te surprend pas. Tu la vois approcher de loin. Elle vient de finir de descendre cette volée de 5-6 marches. Et elle marche à pas de loup dans ce couloir. Elle ne semble pas t'avoir repéré. Moi, je tourne ma tête et mon regard vers elle et j'essaye d'identifier cette personne. Est-ce que je- j'arrive à avoir quelques détails? Eh bien, cette personne passe juste sous l'ampoule qui est à environ 1,80 m, 2 mètres sur le bord de ce couloir. Et tu vois que ce n'est pas une robe, c'est une soutane. Et c'est un prêtre qui s'approche. Tu l'as peut-être vu d'ailleurs dans la basilique, ce prêtre qui se tenait avant le début du concert sur le côté de l'estrade où tous les musiciens étaient rassemblés. Il a peut-être même échangé quelques mots avec la chef d'orchestre. Et, et il s'approche. Il est peut-être à une dizaine de mètres de toi. Bonsoir, mon père. Dites-moi, qu'y a-t-il derrière cette porte? Je me redresse soudainement. Et je ne vous avais pas vu. Euh, que faites-vous ici, mademoiselle? Vous ne devriez pas être ici, le concert. Je suis venu pour voir ma mère et j'ai un peu mal à la tête. J'ai déambulé dans les couloirs et je me suis retrouvé ici sans vraiment savoir comment. Et j'ai comme... Et tu vois que j'ai comme un moment d'absence et de doute sur est-ce que je dois lui parler de mes visions, mes pressentiments. Et finalement, je- j'ai l'impression que il pourrait me comprendre. C'est un homme d'église. Il n'est pas là pour me juger. Donc je reprends. J'ai comme une sensation étrange qui m'attire vers cette porte. Ma pauvre enfant, Oui, vous ne devriez pas. Attirer de quelle manière? Pouvez-vous m'en dire plus? eh bien j'ai eu dans un premier temps des bourdonnements, des acouphènes un acouphène qui s'est amplifié et j'ai avancé jusqu'à cette porte qui m'a attiré inexorablement. Tu remarques que le prêtre face à toi a glissé sa main droite à l'intérieur de sa soutane. Et tu vois que là, je commence à poser ma main doucement vers la poignée de cette porte et j'ai la main un peu tremblante. Tu saurais pas trop dire si je le fais avec du doute ou si j'essaye de résister à quelque chose, mais ma main tremble et j'ai comme un regard un peu avide. Eh bien, effectivement, le prêtre fait 2 pas très précipités. Il a peut-être une soixantaine d'années, tu penses? Il a l'air assez âgé. Il est grand, comme je disais, mais il est un petit peu dégingandé. Il n'a pas l'air spécialement costaud ni rien dans sa soutane, en tout cas. Mais n'empêche qu'il fait 2 pas extrêmement rapidement. Euh,
peut-être que tu étais absorbé dans tes pensées et que tu l'as pas vu venir, et il pose sa main gauche sur ton bras qui s'apprête à ouvrir la porte. Je ne ferai pas ça à votre place, s'il vous plaît. Et là, tu vois dans mon regard que j'ai j'ai l'impression de reprendre mes esprits et que j'ai un mouvement de recul, je pousse ta main. Comme si je comprenais pas du tout pourquoi tout d'un coup tu avais ta main sur moi et qu'est-ce que vous faites? Et j'ai l'air totalement effrayé par toi. Eh bien, j'essaye de me positionner de sorte à me mettre entre toi et la porte, tu vois, par un petit contournement. Euh, Avez-vous entendu quelque chose? Dites-moi. N'ayez pas peur, vous pouvez vous confier. Tu vois que j'ai toujours ce doute sur mon regard et j'ouvre la bouche sans prononcer de mots dans un premier temps et j'ai l'impression que quelque chose m'attire et j'ai l'impression que j'ai des absences depuis que j'ai pénétré ici. Et je te redis à nouveau que se passe-t-il qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte, mon père? Il y a... vous n'avez pas envie de le savoir. Je vous conseille de retourner dans la basilique, au sein de la basilique, écouter ce concert et laisser les choses dormir. Elles ne doivent pas vous sent... non. S'il vous plaît, Je retournez l'ai sur vu vos se pas. réveiller. Je l'ai vu se réveiller. Quoi? Je crois qu'il est réveillé. J'ai des visions depuis mon plus jeune âge, des visions d'horreur, hein, de choses terrifiantes qui se produisent. Une grimace qui barre mon visage. Alors vous l'avez déjà rencontré ou peut-être l'un de ses pères? Mais de quoi parlez-vous? J'ai juste une vision qui m'a attiré ici. J'ai l'impression que il y a quelqu'un de terrifiant qui s'est réveillé. Je pense qu'on peut peut-être tous les deux entendre un crissement ou ce genre de choses qui proviendrait de derrière la porte. J'ai comme un frémissement, un sursautement. Et la porte s'entr'ouvre alors que aucun de nous ne l'a touché avec un grincement sinistre qui me fait frémir de plus belle. Moi de mon côté j'ai un sursaut et je m'écarte vivement de la porte en essayant de te faire reculer dans une posture peut-être un petit peu protectrice. Et là, on voit que j'ai une blessure à la joue qui... Et j'ai une petite goutte de sang qui perle alors que c'était juste une égratignure que je m'étais faite comme si quelque chose avait fait bouillonner mon sang ou quelque chose comme ça. Je viens passer machinalement un doigt, l'index de ma main droite sur ta joue. Vous êtes blessé? Tu vois que je te regarde un peu interloqué et j'ai toujours un peu un mouvement de recul, même si j'ai pas le temps de réagir avant que tu touches ma joue. Et je me touche la joue à mon tour et je vois ce rouge écarlate très léger, parce que la blessure est très superficielle. Mais je sais pas ce qui se passe. Je me suis égratigné il y a quelques jours, mais Il, il- il ne faut pas rester là, il va le sentir. Repartez d'où vous venez, immédiatement, repartez, s'il vous plaît. tu vois que apeuré, je cours dans le couloir. On entend de l'écho qui résonne. Je me dirige vers la scène où se trouve ma mère. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de la porte pendant cet échange? Il y a peut-être un autre prêtre qui a
qui est comme dominé par quelque chose qui monte les escaliers pendant que on a cette conversation. Il monte avec... il a les mains pleines de sang. On, on voit pas pourquoi. On le voit juste monter comme ça les escaliers. Et au moment où on discute, euh, il va pour ouvrir la porte. Et quand il nous voit, il s'arrête. Mais la porte s'entrouvre et grince, comme on a pu l'entendre. Moi, de mon côté, je recule, pas à pas, lentement, vers l'intérieur de la basilique, tout en regardant cette porte, et je murmure Lucius? Lucius, est-ce que c'est toi? Mon père? Oui, c'est moi. Il s'est réveillé, mon père. Il est pleinement conscient? Pas encore. Il m'a dit qu'il avait faim. Il m'a ordonné. Il m'a ordonné d'aller lui chercher du sang. Par le Tout-Puissant, ça doit être... il a dû l'attirer, cette jeune fille. J'espère que nous allons pouvoir le contenir. Je n'arrive moi-même plus vraiment à me contrôler, mon père. Il reprend des forces. Et les protections que vous avez mises en place semblent diminuer. Sans doute l'effet de tous ces gens, de cette masse grouillante d'humains, de proies potentielles, et cette musique qui a peut-être résonné dans son esprit jusque là où il dormait. Il faut les prévenir. Eux seuls pourront contenir cette créature. Je crois que nous n'avons pas le choix. Je vais rester ici, le retenir, et Lucius, je t'en prie, va les chercher, va les prévenir, va les quérir. Fais en sorte qu'ils soient ici le plus vite possible, et qu'on évite un massacre. Tout de suite, mon père. Et là, on le voit sortir de la porte, de derrière la porte. C'est un prêtre plutôt jeune qui a une barbe de quelques jours. Il a un teint anormalement pâle et des yeux vert émeraude. Il est habillé en noir, comme son père supérieur, et il est légèrement tremblotant. Et il a un regard très inquiet. Et il commence par marcher doucement. On entend toujours ces bruits de pas qui résonnent dans ce haut couloir sous plafond. Et il avance, il accélère. Et à son tour, on le voit disparaître. L'évêque Claude, quant à lui, puisqu'il s'agit de l'évêque en charge ici, se dirige dans le sens inverse vers la porte qui a grincé, qui vient d'être ouverte. Il la referme derrière lui et il va de l'avant vers la crypte, et il va vers ce qu'il sait sans doute être ses derniers instants, mais il le faut pour préserver un maximum de monde dans cette basilique. Est-ce qu'on pourrait faire un petit jet un peu de destinée pour voir si à quel point la créature qui est là-dessous se régénère vite ou pas? Voir si l'évêque Claude va avoir des soucis ou pas. Allez, je jette un dé. Donc, plus je fais un score élevé, plus la créature va être Ouais, on va dire ça comme ça. recouvrer ses esprits rapidement. Ok. Je fais 8. Moi, c'est un peu moyen. Moyen plus. Le requiem s'est achevé et le concert s'est poursuivi avec d'autres morceaux qui mêlent ces instruments séculaires et des chœurs qui transportent l'auditoire
Ce public d'ailleurs est complètement conquis, applaudit au bon moment, mais semble pratiquement hypnotisé en fait par cette musique et cette ambiance. Tout se prête à merveille, l'éclairage, le son qui résonne sous cette voûte immense, l'orchestre qui joue parfaitement les chœurs, et on se demande si effectivement il n'y a pas quelque chose de divin dans ce moment, dans cette heure qui s'est écoulée depuis le début du concert. Et peut-être que la jeune fille est de nouveau parmi le public. Et en tout cas, ce public n'a pas fait du tout attention au jeune prêtre qui est sorti de la cathédrale à peu près 1 heure plus tôt. Eh bien, ce jeune prêtre fait partie d'un ordre très ancien de protecteurs contre des abominations que certains nomment les vampires. Et lui et l'évêque Claude et d'autres ont été chargés de surveiller ce vampire en torpeur qui a été mis dans cet état par d'anciens membres de l'ordre il y a plusieurs siècles. Et de génération en génération, il veille sur ce corps, s'assurant qu'il ne se réveille jamais, car ça pourrait s'avérer très problématique, pour ne pas dire catastrophique. Et il est allé quérir de l'aide chez, en quelque sorte, les guerriers, les chevaliers de leur ordre. Leur fief est dans un manoir à une 30aine de minutes. Ils vivent de manière très secrète. Ils évitent tout ce qui est discussion téléphonique, ce genre de choses. Et il est allé... il est probablement devant le manoir. Il rentre par une entrée secrète et bien gardée. Il fait signe qu'il y a un problème sans trop s'expliquer. On le connaît, on le laisse passer sans trop lui poser de questions. Et il pénètre en sueur et on voit qu'il est inquiet. Et on pourrait entendre son cœur battre si on avait des sens exacerbés. Et il arrive devant le bureau a priori, le dirigeant de l'ordre des guerriers. Et il toque à la porte. Une voix grave qui répond, la voix de quelqu'un qui a sans doute été prévenu de la personne qui se présentait en hâte et en sueur, et donc sans aucun doute une personne qui va dans quelques secondes délivrer l'existence d'un gros problème. Et peut-être un petit don de prescience aussi. Il a une idée de ce problème, il sait déjà que c'est Lucius qui est derrière cette porte. Veuillez entrer, Lucius. Je rentre. Respectueusement, mais toujours aussi inquiet, un peu transpirant dans ma soutane. Votre Éminence, il s'est réveillé, dit-il en baissant un peu les yeux, parce qu'il a toujours été très effrayé par cet homme. Tu es en fait dans une grande bibliothèque avec des dizaines et des dizaines, sans doute des centaines, peut-être des milliers d'ouvrages qui semblent pour la plupart très anciens. Des couvertures de cuir cousues à la main, des cuirs étranges également. Peut-être qu'il vaut mieux ne pas savoir en quoi certains des livres sont faits. Et effectivement, il y a un homme un vieillard, une toison blanche sur la tête, des cheveux qui semblent très fins, très très fins, parfaitement blancs, une barbe également, très soignée, immaculée. Et il semble presque immobile, ce vieillard. Seules ses mains sont posées sur son bureau, un bureau en bois verni, et seuls ses yeux sont mobiles. Il te regarde, ses yeux,
Et bien que tu baisses le regard, tu sens qu'il te sonde, peut-être qu'il voit à l'intérieur de toi. Ainsi donc, il s'est réveillé. Nous le craignions depuis des centaines d'années. À quel point en est-il de son réveil? Il est il est assez incohérent pour l'instant, mais il m'a réclamé du sang. Il m'a ordonné. Il a pénétré dans ma tête et j'avais réellement envie de lui obéir. Mais j'ai réussi à me contrôler. Mais je pense que il recouvre ses forces. Et bientôt, il se réveillera. Est-ce que l'évêque Claude maîtrise la situation? Eh bien, je sais il était sur le point de descendre pour tenter de le contrôler au maximum, mais Pauvre je fou. peux- Il sait pourtant qu'il faut s'en prémunir. Et y a-t-il d'autres cibles potentielles? Eh bien, oui, il y a, il y a beaucoup de civils. Il y a un concert dans la basilique. Quelle infamie. Bien, vous allez, vous allez repartir et vous serez accompagné de, de nos deux meilleurs éléments qui sont ici actuellement. Faites en sorte qu'il ne s'échappe pas. Surtout contenez-le. Oui, votre éminence. Mais je me retire en restant face à lui et en tentant de garder la tête baissée au maximum et en essayant quand même de pas tomber, mais j'ai l'air à la fois apeuré et par ce qui se passe, secoué, et cet homme me fait peur. Je ne sais pas vraiment ce que c'est. Certains racontent que c'est lui-même un vampire qui a trahi les siens et qu'il vit depuis des siècles. Qui sait, en effet. En tout cas, alors que tu te retires, il pousse un long soupir. C'est tout ce que tu entends. Il ne bouge pas. Tu as l'impression qu'il a fermé les yeux. Et, et tu refermes la porte de son bureau. Et je regarde autour de moi et là je vois deux personnes arriver, vêtues d'armure de l'ancien temps. Et on entend leurs pas assez lourds sur le sol, qui sont vêtus d'armure de plate presque complète. C'est vous qui devez m'accompagner? L'une des deux silhouettes qui ils possèdent des aumes tous les deux, si bien que tu ne vois absolument rien de leur visage. Par contre, tu remarques que l'une des deux armures a des formes féminines. Donc un buste plus développé, peut-être des hanches un petit peu plus larges également au niveau des plates métalliques, afin d'épouser sans doute les formes de la personne qu'elle abrite. Et, et c'est de cette armure qu'une voix féminine un petit peu sépulcrale euh, sort. Oui, nous sommes là pour tenter d'endiguer le mal. Veuillez nous conduire à sa source, immédiatement. Euh, euh, Suivez-moi, dit-il un peu en bégayant à moitié, comme si l'aura et la présence écrasante de ces deux personnes le fauchaient. Et il les guide. Bon, il descend les couloirs, il sort de ce manoir. Ils le suivent d'un pas assez lourd mais rapide. Effectivement, on est en plein hiver, hein, on est fin décembre, donc dans la Seine-Saint-Denis, dans le 93, et inévitablement, le petit groupe de 3 personnes a croisé, eh bien, peut-être des dealers, des prostituées, qui n'ont absolument pas infléchi leurs actions. Donc, comme tu le dis, sans doute qu'il y a
peut-être une brume qui entoure ce trio et qui les empêche d'être vus tels qu'ils sont du monde extérieur. Lucius est assez dérouté par ce qui se passe, même s'il a étudié plusieurs choses sur toutes ces choses ésotériques. Il n'a jamais réellement vécu des événements pareils. C'est la première fois. Il y a été préparé, mais là, le fait d'y être réellement confronté semble vraiment le terrifier. Il arrive avec ces 2 personnes devant la basilique. « Suivez-moi, c'est par ici. » Il emprunte une porte dérobée qui est assez secrète. Et il appuie sur une pierre, puis une autre. Et on entend une porte s'ouvrir comme ça. Il est à nouveau devant un escalier. C'est en bas, juste ici. Et là, il les laisse passer devant. Dois-je vous accompagner ou... C'est de nouveau l'armure féminine qui prend la parole. Suivez-nous, mais à 10 pas, pas moins. Et elle commence à descendre à la suite de l'armure masculine, d'un pas assez lourd. Et vous avez descendu à peine 5 marches que la première forme s'immobilise, tend un bras devant elle. Attendez. C'est la première fois que Lucius entend parler cette première armure. Je sens... Il y a eu un problème. Du sang. Dépêchons-nous. Là, on voit dans le dos de ces 2 chevaliers, Lucius qui se met à sourire. Et on voit dans ses yeux comme un mal. Et les 2 chevaliers entendent « Je suis derrière vous, misérable !» Et on voit Lucius qui, d'une vitesse incroyable, assène un coup au chevalier masculin qui était le plus proche de lui. Est-ce qu'on ferait pas un petit jet là pour voir ? Ouais, si, je pense. Tu peux y aller. Alors du coup je fais 5. C'est pas fou. Donc étant donné que je joue le Lucius, on va dire que c'est lui qui rate son coup. Oui. Donc il va pour lui asséner un coup. Et il est pris d'une quinte de tout et il y a une gerbe de sang qui sort de sa bouche, qui dégouline sur ses lèvres et son menton, ce qui laisse au chevalier un temps pour réagir. Les 3 personnes sont dans un escalier qui descend, qui est assez étroit. C'était un passage secret, donc on peut imaginer qu'on passe à une seule personne d'affilée. Donc c'est assez difficile de se mouvoir et en tout cas d'armer un coup avec une masse d'armes, puisque l'homme est équipé d'une masse d'armes. Et il va plutôt, même s'il est en position inférieure, il va plutôt tenter de courir vers le haut en pointant sa masse en avant pour essayer d'empaler, si l'on peut dire, Lucius. Et je fais 12. Bon Lucius va probablement pas faire à long feu. Je pense qu'effectivement, le chevalier a réagi au quart de tour et il a profité du fait que Lucius était plié en deux, peut-être appuyé contre le mur de cet escalier qui descend. Et d'un coup extrêmement puissant, il lui a enfoncé sa masse dans l'abdomen. Et sans doute que le corps de Lucius a peut-être été perverti d'une manière ou d'une autre. Et il était beaucoup moins consistant
qu'un corps humain normal. Et cette masse d'armes est passée au travers de la paroi abdominale, des intestins, et sans doute a frappé la colonne vertébrale. Quelque chose s'est brisé à l'intérieur, et l'enveloppe corporelle de Lucius est en train de s'effondrer au sol. On voit comme une sorte de forme spectrale pourpre s'échapper du corps de Lucius. Et on entend un rire assez sinistre et inquiétant résonner dans ce petit couloir. Enfin, cette forme spectrale disparaît comme ça, à travers un mur. Et on entend ce rire qui résonne toujours dans la tête dans l'esprit de ces deux chevaliers. Ils se tiennent l'un à côté de l'autre, la femme sur une marche inférieure à l'homme. Ils regardent tous les deux le corps qui s'est affaissé au sol, le mur par lequel la brume s'est évaporée. L'homme retire son aume. On peut voir un visage assez dur, des traits réguliers mais extrêmement marqués, des rides profondes sur ce visage. Un homme entre deux âges, mais qui semble sorti du fond des âges, effectivement, comme s'il avait, comme s'il était sorti d'une époque médiévale, peut-être. Un petit peu pâteau, et il a des yeux argentés qui regardent ce mur, et il fait un signe de dénégation de la tête. Ainsi donc, il va falloir le chasser. Mais où est-il ? Dieu seul le sait. Il va falloir rassembler davantage de personnes et réaliser une battue. Tu vois qu'elle enlève son casque à son tour. C'est une très belle jeune femme, mais qui a un regard qui semble plein d'assurance, qui semble très ancien, comme si elle avait vécu très longtemps. Et allons voir, elle dit, allons voir si l'évêque Claude est toujours en vie. Et elle descend les escaliers. Elle a dégainé son arme, malgré tout. Elle est sur ses gardes et elle avance doucement. Et quand elle arrive dans la pièce, il y a quelques torches allumées, mais on reste dans une pénombre où on n'y voit pas très clair. Au sol, on voit du sang un peu partout et aucune trace de l'évêque Claude. Est-ce que on n'arrêterait pas cette première scène ici ? Ouais, c'est pas mal. On est à la demeure de cette jeune fille qui vit dans une belle demeure à Fontainebleau. C'est une immense maison en réalité, presque un petit manoir. C'est une famille d'aristocrates des temps modernes. Elle a un beau lit à baldaquin, un peu comme les princesses, avec des rideaux, des brodures un peu partout. Dans sa chambre de jeune femme, il y a un piano à queue. C'est pour dire l'immensité de sa chambre. Et il y a encore de l'espace. On voit une commode avec un beau miroir, une brosse à cheveux. Et on la voit dormir dans son lit
Elle a, elle fronce les sourcils comme si elle faisait un cauchemar. Et on voit une brume sépulcrale s'infiltrer dans cette chambre qui s'épaissit et qui devient de plus en plus dense pour laisser apparaître un homme aux traits fins. Il a des cheveux noirs, des yeux vert bleu. Et on voit un petit sourire. Il s'avance vers le lit de cette jeune femme qui n'a pas encore été nommée, mais on va l'appeler Mina pour une petite dédicace à Dracula. Et il avance doucement, sans faire aucun bruit. Et lui caresse les cheveux. Et on entend... Chut. Mon enfant, réveille-toi. On voit qu'elle ouvre les yeux, doucement. Elle est dans un état de plénitude, comme elle n'a jamais ressenti ça en fait. Et elle le voit magnifique, même si elle ne s'en rend pas compte, c'est probablement une aptitude de ce vampire qui la fascine. Tu es prête, mon enfant ? Elle a ses yeux grands ouverts, mais des yeux qui sont peut-être vitreux. Elle voit et elle ne voit pas en même temps. Elle voit cette forme qui est plongée sur elle et en même temps elle voit autre chose, des couleurs qui volettent dans l'air. Elle a l'impression d'entendre une musique qui jaillit de son piano, une musique douce, agréable. Elle a envie de se laisser aller. Elle murmure entre ses lèvres serrées. Oui, je suis prêt, maître. Nous devons partir. Ils nous cherchent. Nous allons réveiller les autres et les éradiquer et reprendre la place qui est la nôtre. Tu es encore jeune, mais tu vas apprendre. Je sens que ton potentiel est immense, jeune Mina. Je vous suivrai où bon vous semblera. Je sais que c'est ma voix. Je le sais depuis longtemps, je l'ai déjà senti. Et là, c'est fort, ça palpite. J'ai envie de découvrir, d'aller au-delà. J'ai envie de connaître moi aussi. Il y a un zoom sur ses lèvres, sa bouche, et on voit un croc qui descend le long de ses lèvres inférieures. Et il se mord le poignet, délicatement. On voit quelques gouttes de sang et les 2 crocs qui se sont plantés au niveau de ses veines. Et il lui met son poignet qui coule rougi de son sang au niveau de sa bouche. Bois, mon enfant. Et elle acquiesce, elle pose ses lèvres sur le poignet de son nouveau maître et elle goûte le nectar de la mort. Et à chaque gorgée, elle a comme une espèce d'orgasme indescriptible. Et elle boit de manière assez sauvage, en restant élégante. Et alors qu'en effet des spasmes la secouent, que son lit à baldaquin tremble un petit peu sous la force de ce pouvoir qui commence à l'emplir, tous deux, le vampire comme Mina, entendent des aboiements qui proviennent du parc, de cette immense demeure. Le parc lui aussi est très grand, en bordure de Fontainebleau, effectivement, des arbres majestueux, peut-être des cèdres du Liban, immenses, et évidemment des dobermans qui sont la nuit lâchés dans ce parc pour prévenir toute intrusion.
Et pendant un bref instant, Mina suspend son repas, si l'on peut dire. Elle regarde les yeux, cette fois-ci plus vitreux du tout, les yeux pleins de vie, semblent pétiller. Elle regarde son maître. Il lui essuie les lèvres délicatement, avec tendresse. Et on voit sur son poignet que la, la, la trace de sécro a disparu. Et il essuie le sang qu'il reste sur son poignet. Est-ce que tu veux emmener quelque chose? Tu ne reviendras plus jamais ici. Oui. Mes partitions. Il faut que je les emmène. C'est tout ce que je veux garder d'ici. Mes partitions, cette musique, je veux l'emmener avec moi. Eh bien, fais vite. Ils seront bientôt là. Qui, maître? Ceux qui nous traquent. L'ordre des Épistéens. Nos pires ennemis. N'êtes-vous pas assez puissant pour les contrer? Je suis encore très faible. J'ai besoin de temps pour retrouver toute ma puissance d'antan. Et il faut réveiller les autres. Dans leur rang, il y a des gens très puissants, des traîtres, qui se sont ligués contre nous. Le temps est notre meilleur allié pour l'instant. Chaque chose vient à point à qui sait attendre. Retiens bien cette leçon. Oui, maître. Voulez-vous que nous descendions au garage? Ou avez-vous d'autres moyens pour nous faire échapper d'ici? Je vais te demander une chose avant de partir. Va tuer tes parents. Nourris-toi d'eux. Et prouve-moi ton allégeance. Elle reste interdite. Elle vient de prendre ses partitions juste à côté de son piano. Et à l'écoute de ça, elle tourne le dos du vampire et elle se fige quelques instants. Et dans sa tête, il y a cette puissance nouvelle qu'elle vient d'acquérir. Elle sent que ce qu'elle vient de boire, ce n'est qu'un extrait de ce à quoi elle pourrait avoir accès dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochaines années, qui sait, les prochains siècles. Et en même temps, peut-être qu'un quart d'heure plus tôt, elle était encore la fille de ces deux personnes qui dorment à quelques pièces d'ici dans cette vaste demeure. Et il y a ces idées antagonistes qui tournent dans cette... accéder à un pouvoir immense, bien plus grand que celui de son père, qui est un industriel français. Elle repense à ce moment, ces moments d'extase qu'elle a vécu pendant qu'elle buvait le sang de ce vampire. Tu vois que il était derrière toi, et en un instant, sans que tu comprennes comment, il se retrouve devant toi, et il te dévisage avec un regard qui change du tout au tout. Quand elle a été réveillée par lui, il avait l'air d'un ange venu pour l'emmener au paradis. Et là, on peut voir le mal dans ses yeux. Et il est dans l'attente. Et il lui dit: As-tu des doutes, mon enfant? Mina tressaute. Une nouvelle fois, elle lève son regard vers son interlocuteur et celui-ci peut voir une larme qui coule de l'œil droit de Mina. Une unique larme qui est en train de sécher déjà sur sa joue. Et au fur et à mesure que cette larme sèche, les yeux de Mina sont en train de peut-être de devenir plus clairs. Et sa mine qui était apeurée, un petit peu perdue, des traits, la bouche les coins de la bouche qui tombent vers le bas, sont en train de se redresser. Oui, je vais le faire pour vous. Et pour moi, pour mon avenir.
On voit que il reprend un visage un peu plus apaisé, un peu moins inquiétant, et il lui fait un regard entendu. Bien, montre-moi. Et il attend d'elle. Elle sent même d'ailleurs une sorte d'injonction discrète qui ne la force pas, mais qui lui montre qu'il est pressé et qu'ils doivent rapidement faire ce qu'ils ont à faire ici. Car on entend toujours ces aboiements de chiens incessants. Et lui le sait, la maison est encerclée par l'ordre des Épistéens. Mais il a beaucoup plus de ressources que ce qu'il n'imagine. Ces chiens de religieux. Et on voit Mina, du coup, ouvrir la porte et se diriger vers la chambre de ses parents. Il la suit d'un pas altier et discret. Mina, elle est en chemise de nuit, elle est pieds nus. Elle marche sur le carrelage de ce hall qui dessert, de ce couloir qui dessert toutes les chambres au premier étage de cette demeure, de ce manoir. Elle devrait avoir froid, mais elle ne frissonne pas. Elle est déterminée. Elle sent derrière elle cette puissance énorme, cette puissance qu'elle ne comprend pas vraiment. Mais elle y a goûté et elle a envie d'y goûter encore plus. Alors elle pose la main sur la poignée de la porte de ses parents. Elle l'abaisse, elle pousse la porte. Elle entre dans cette pièce qui est encore plus grande que la sienne. C'est une suite. Il y a bien sûr une salle de bain derrière, des penderies immenses, un dressing. Et puis il y a ce lit. Un lit énorme, immense. Et leur respiration à tous les deux, elle est douce, elle est apaisée. Ils ont l'air de dormir du sommeil du juste, bien que son père n'ait rien d'injuste. Il est très dur en affaires. Elle le sait et elle pense à ça, elle se focalise dessus. Et elle répète comme un mantra. « Papa, tu as toujours été un salaud, je le sais. T'éliminer de ce monde lui rendra service finalement. Et à moi aussi. » Elle a un petit rictus en s'approchant du lit de ses parents. J'entends leur battement de cœur résonner. Et d'ailleurs, Mina, elle l'entend pareillement. Elle découvre ces nouveaux sens de vampires qui sont en train de s'exacerber doucement. Et on le voit sourire derrière elle, plutôt fier d'avoir trouvé cet élu, son élu, qui le voit un grand potentiel. On entend toujours ces chiens aux alentours qui aboient de plus belle. Et il la regarde se délecter de ses parents. On peut voir sur son visage qui, malgré son manque d'expression, on se rend bien compte que il prend plaisir à la voir obéir et prendre du plaisir à faire un acte aussi abject pour la majorité des gens. C'est devant le regard des ancêtres de la famille qui sont assemblés sous forme de tableaux dans cette pièce. Le père a toujours été très dans cette hiérarchie familiale que le père succombe en quelques instants alors que la mère s'est redressée. Peut-être qu'elle a entendu dans son rêve les chiens, les Doberman qui aboyaient à l'extérieur. Peut-être que ces bruits sont parvenus jusqu'à son cerveau et
et qu'elle a ouvert les yeux, qu'elle a posé, et bien sur sa droite, sur son mari qui avait une plaie béante au niveau du cou, et sa fille penchée au-dessus, la bouche rougie du sang, d'Édouard. Édouard dont la vie s'échappe à gros bouillon, et elle n'a pas eu le temps de pousser le moindre cri. Carmina s'en est rendu compte et s'est jetée à son tour sur elle, devant son nouveau maître. Après avoir contemplé cette scène pour lui d'une magnificence extrême, il ouvre les bras comme pour lui l'appeler à lui. Et Mina, sans le vouloir, se retrouve dans ses bras, même si ce n'est pas qu'elle n'en a pas envie, mais il exerce une attraction très particulière sur elle. Et il la serre contre lui en lui caressant doucement et tendrement les cheveux, en lui disant « C'est bien mon enfant ». Et pendant un court instant, il y a comme une aura qui les entoure pour ceux qui auraient la capacité de le voir, une sorte de relation fusionnelle qui est née entre eux. Et on entend toujours ces chiens qui aboient. Et un bruit de pas se fait entendre. Très, très minime. Mais grâce à ses sens, il les entend. Peut-être que Mina l'entend aussi. Je pense qu'il y a même davantage qu'un bruit de pas. Il y a sans doute des pas qui sont en train de monter extrêmement discrètement, mais tous deux le perçoivent, l'escalier de marbre qui dessert le grand hall au rez-de-chaussée. Et puis il y a aussi quelque chose qui vient d'être appuyé contre le mur, contre la vigne vierge, sur l'arrière du bâtiment. Peut-être une échelle, quelque chose comme ça, sous les fenêtres de la chambre des parents. Et puis encore d'autres pas plus haut, à l'étage supérieur peut-être, dans les greniers. Peut-être une demi-douzaine, peut-être une dizaine, peut-être même plus de personnes, de créatures, qui sait, qui sont en train de s'infiltrer doucement dans ce manoir. Allons-y. Et là, il ouvre délicatement la fenêtre de Mina en lui tenant la main. Et on l'entend murmurer comme une incantation dans une langue ressemblant à un latin très particulier. Et là, Mina, on voit qu'elle commence à noircir et à se changer en une espèce de brume. C'est assez déstabilisant pour elle. Puis, tenant la main de son maître, de son mentor, elle a confiance. Et on les voit devenir une épaisse brume. Peut-être que à ce moment où Mina commence à se dissiper un petit peu en brume, peut-être que la porte de la chambre des parents pourrait s'ouvrir, un des chevaliers surgir et tenter de leur tirer dessus. Allons-y. Oula, catastrophe. Bon bah du coup j'ai fait 3. Donc Ah oui. c'est la cata. Alors je pense que effectivement, alors que les deux vampires, ou le vampire émérite et l'apprenti vampire, sont en train de se transformer, la porte de la chambre des parents de Mina s'ouvre brusquement et un homme vêtu d'une combinaison noire pénètre dans la pièce, brandit une arbalète, appuie sur le déclencheur, un carreau part à toute vitesse vers la fenêtre et va se ficher dans le montant de la fenêtre. Il vient de passer au travers de Mina.
sans rien lui faire. Mina, elle a peur, en gros. Elle, elle pensait qu'elle allait être transpercée, même si ça s'est passé en une fraction de seconde. Et après quelques instants, elle reprend ses esprits et elle se rend compte que rien ne, rien ne lui est arrivé, qu'elle est indemne et qu'elle est bien presque intangible au final. Enfin. Et même si on ne peut pas forcément remarquer, elle sourit. Et elle regarde dans la direction de cet homme avec son arbalète qui... Il y a une sorte de petite faille dans son haume qui lui permet de voir. Et on voit son regard haineux, inquisiteur, fanatique. Et il dégaine son épée qui lui d'une lumière jaune orange. Tu vas périr, Kane. Je te retrouverai. Sois-en sûr. Et il fauche la brume. Et bien évidemment, son cou passe à travers. Et on entend encore ce rire sinistre qui veut tout dire, qui résonne dans toute la zone. Et tous les hommes de l'ordre épistéen entendent ce rire moqueur. Et de l'extérieur, sur l'échelle, un autre homme tire un carreau d'arbalète qui lui aussi passe au travers de Ken et de Mina. Et ces deux brumes sont en train de se mélanger et de monter vers le ciel, d'aller au gré des vents vers les cèdres immenses qui parsèment ce parc. Et au sol, les hommes de l'ordre épistéen sont en train d'échanger, de crier « Suivez-les! Il faut absolument les contenir !» Et malheureusement, les deux brumes emmêlées, peut-être d'ailleurs qu'on peut entendre un petit rire s'en échapper, sont en train de voler vers la capitale. Là, on voit une belle scène d'une brume discrète dans la nuit qui passe à travers les oiseaux. Peut-être qu'un couple d'amoureux sont en train de pique-niquer en haut d'un toit parisien. Ils ont un verre de vin à la main et ils trouvent ce nuage étrange, magnifique, qui avance doucement, comme s'il était doué de raison. Et ils s'embrassent sous ce ciel étoilé, en imaginant que tout va bien, que c'est magnifique. Ils viennent de s'installer tous les deux dans leur nouvel appartement huppé. C'est des jeunes cadres récemment diplômés. La brume s'arrête au niveau du Louvre. Et on la voit descendre et ils se rematérialisent tous les deux avançant main dans la main. Il est à peu près 2h du matin, au musée du Louvre. Les deux brumes sont entrées par une cheminée. Et puis elles ont descendu les étages les uns après les autres, sans déclencher aucun signal d'alarme, bien évidemment, puisqu'elles sont dans une forme intangible, toujours entremêlées l'une l'autre. Il y en a une qui est beaucoup plus sombre que l'autre. On pourrait reconnaître les grains, les particules différentes. Et Kane semble savoir où il va. Peut-être qu'il sent
euh, sans le savoir exactement, mais il sent, il a comme s'il pistait, qu'il reniflait. Euh, il est en train d'essayer de retrouver une petite boîte, une boîte métallique, une boîte métallique très âgée qui contient des cendres. Et tous les deux sont en train de se diriger vers les sous-sols du Louvre. Et ce château fortifié, euh, qui est aujourd'hui complètement caché à la vue de tous, mais les visiteurs peuvent en voir ces murailles. Et c'est effectivement devant ces murailles, dans de le noir absolu, que les deux vampires se retrouvent et sont en train de se rematérialiser. Donc devant cette muraille, après s'être rematérialisé, on voit un sourire très méprisant et à la fois content de Kane. Il regarde sa nouvelle fille qui semble un peu émerveillée devant cette scène et devant cet endroit. Et il se dirige vers la porte. Et alors qu'on pense qu'il va l'emprunter, il continue à avancer. Mais pendant quelques minutes, il avance le long de cette longue muraille. Et on voit une porte très discrète qui est presque imperceptible. Et c'est cette porte qu'il va décider d'emprunter. Mina le suit comme son ombre. Et ils descendent. Ils empruntent cette porte et ils descendent à un escalier en colimaçon de pierre qui visiblement n'a pas été emprunté depuis un très très long moment. Il y a un peu d'écho, des bruits, peut-être de rats, de couinements, des bruits de pierres, des petits graviers, des bruits aussi d'eau, comme s'il y avait de l'eau qui s'infiltrait dans les murs ou quelque chose comme ça. Et ils descendent pendant 10 bonnes minutes, sans parler, sans s'adresser la parole. Mais Mina a comme une sensation de sécurité. Et même si les spectateurs n'y voient rien, ils communiquent tous les deux par la pensée, en télépathie. Et ils descendent comme ça, pour arriver dans les catacombes de Paris. Des catacombes labyrinthiques pour ceux qui ont déjà été voir. Ils continuent leur avancement dans ce dédale assez effrayant et fascinant à la fois. Et là, ils arrivent devant un mur avec des inscriptions étranges. C'est ici que repose Victor. Je vais te montrer comment le réveiller. Mais tu vois qu'il tousse là, qu'il y a un peu de sang qui sort de sa bouche. Vous allez bien, maître ? Oui. Oui, ça va. Et là, elle a comme un mini flashback. Et elle revoit ce moment où l'arbalète était censée la percuter. Ou la transpercer, plutôt. Et elle voit cet instant au ralenti et elle se rend compte que si elle s'en est sortie, ce n'est pas parce qu'elle était en brume, mais c'est parce que Kane a encaissé le coup à sa place.
Mais il ne lui dit pas. Elle s'en rend compte toute seule. Lui, il lui dit simplement oui, ne t'inquiète pas. J'ai besoin de reprendre des forces. Tout va bien. Malgré tout, Mina pose sa main à l'endroit où elle a senti que Cain avait été transpercé par ce carreau. Un carreau sans aucun doute préparé très spécifiquement pour abattre les créatures que sont Cain et Mina dorénavant. Et elle sent que quelque chose est en train de brûler Cain à cet endroit précisément. Maître, que puis-je faire pour vous ? Suis mon enseignement. Aussi bref soit-il. Va me chercher cette torche. Éteinte là-bas. Elle se déplace prestement dans le noir absolu, toujours. On entend effectivement de l'eau qui coule pas très loin, sans doute les égouts, mais rien d'autre. Et elle revient avec la torche auprès de son maître. Il s'en saisit délicatement et de sa main, une flamme émerge. Et il allume cette torche. Et il y a comme un pentacle qui apparaît, car ils étaient dans l'obscurité. Ils y voyaient clair, mais la scène s'illumine pour ceux qui ne peuvent pas voir dans l'obscurité. Et il y a comme un pentacle, et à chaque pointe de ce pentacle, des torches sont disposées, comme celle que Mina a ramenée. Et il se déplace pour allumer toutes ces torches tout autour. Et il repose la torche que Mina lui a amenée allumée là où elle était. Et là, on peut voir clairement un joli pentacle qui, ma foi, est assez, malgré le temps, est assez visible. Et il y a toujours ce mur plein d'inscriptions incompréhensibles pour le commun des mortels. Justement, Mina, elle s'approche de ce mur et elle passe la main dessus. Elle suit les contours des inscriptions. Elle essaye de s'en imprégner, de remonter le temps peut-être et de réfléchir et d'imaginer qui a pu tracer tout ça, à quel moment, avec quoi, quels matériaux. Peut-être qu'elle voit des choses du passé qui ressurgissent, au travers peut-être de la mémoire de Cain qui lui a été peut-être transmise en partie. Et elle s'imagine, alors est-ce qu'elle s'imagine ou est-ce qu'elle voit, est-ce qu'elle se rappelle des hommes, ou sont-ce vraiment des hommes, peut-être des créatures, qui déambulent à cet endroit, qui tracent des choses au sol, qui tracent des choses au mur, et qui scellent avec des briques spéciales cet endroit, sans doute pour le protéger d'une intrusion. Elle voit effectivement des silhouettes, c'est assez flou, des silhouettes encapuchonnées qui plus est, qui sont en train de débattre sur la façon de procéder. Et ils n'ont pas l'air d'accord. Et il y a un cercueil au centre de cette pièce qui, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, est assez vaste. Une hauteur sous plafond ne permet même pas de voir la fin, malgré les torches qui luisent au point de ce pentacle. Et ils ont l'air de se disputer. Et ça s'échauffe. À un moment donné, on voit qu'une des silhouettes dégaine une dague qu'il tenait au côté. Et il la plante en plein dans le cœur d'une des autres silhouettes qui s'effondre au sol.
Et on voit que son habit noir se rougit de sang. Et elle a comme elle sort un instant de sa vision pour regarder le sol. Elle reconnaît que c'est exactement le même endroit des siècles plus tard, ou peut-être même plus, qui sait. Et elle voit une sorte de trace un peu plus teintée qu'une autre au niveau du sol. Et elle replonge dans sa vision et elle voit que là, c'est du sang dans sa vision, le sang de cette personne encapuchonnée qui a été poignardée. Et elle entend « C'est réglé maintenant. Faisons ce que nous avons à faire. Scellons cette créature à tout jamais et prions pour qu'elle ne se réveille jamais. » Et tout le monde a l'air d'acquiescer. Mais on sent bien que l'agitation qui était là auparavant a disparu. Et on les voit procéder à une sorte de rituel plutôt macabre, avec des sacrifices, du sang. Et cet homme qui a poignardé l'autre se place au centre, élève les bras et commence à incanter dans une langue inquiétante. Et après quelques temps, ce même pentacle s'illumine d'une lumière un peu rougeoyante, et les autres silhouettes sont au bout de chaque pentacle, des torches à la main. Mina secoue la tête. Cette vision est en train de s'effacer doucement. Elle se superposait à la salle autour d'eux, autour de Kane et de Mina. Et alors qu'elle détache son regard de ce pentacle sur lequel se tenaient les cinq silhouettes encapuchonnées, elle se rend compte que Kane est agenouillé. Il est au centre du pentacle. Les bougies l'illuminent et il n'a plus ce beau visage qu'elle a aperçu en tout premier lieu dans sa chambre. Elle a face à elle un homme qui accuse des siècles, peut-être des millénaires, sur son visage. Il est parcheminé. Il est d'une blancheur presque immaculée. Elle s'aperçoit qu'il est crasseux aussi, qu'il est comme s'il avait accumulé de la poussière au fil des années. Et elle se rend compte que ses paupières sont presque fermées sur ses yeux. Et que, par la petite ouverture, entre les cils et les sourcils, il y a... Eh bien, la flamme est presque éteinte. Le regard est vitreux. Elle a l'impression de voir une poule à qui l'on vient de trancher le cou et qui est en train de passer de vie à trépas. Maître, que vous arrive-t-il ? Dites-moi la vérité. Il fait un geste qui semble extrêmement difficile. Il a perdu sa dextérité hors norme, légendaire. Un geste pour se tenir le côté là où elle a senti cette chaleur tout à l'heure. La blessure. Pensais résister. Mais elle est trop forte et moi je ne le suis pas encore assez. Je n'ai pas assez bu depuis mon réveil. Ma vie est en train de me quitter.
À ces mots, elle se mord le poignet assez, de manière assez violente, dans le sens où elle se, elle s'ouvre vraiment les veines pour que ça coule assez abondamment. Et elle lui tend son poignet. Buvez, maître. Il, il approche sa bouche du poignet de Mina et il suspend son geste un instant. Il regarde, il lève les yeux, il fait un effort, ça semble pénible. Il ouvre les yeux en grand et ça lui coûte, vraiment. Il voit cette jeune femme en face de lui, magnifique. Il repense à sa vie depuis son réveil, ce qu'il a vécu, sa soif inextinguible. Et... Mina, tu dois prendre le relais, vivre pour toi maintenant. Je crois que j'ai fait bien plus que mon temps. Si je me suis réveillé, c'est pour t'éveiller à ton tour. Pense à Victor. Emporte-le avec toi. Va en lieu sûr et réveille-le à son tour. Ne te précipite pas. Il y a un bruit se fait entendre. Un bruit de pierre qui bouge. Et on peut voir un petit compartiment s'ouvrir avec une urne qu'on peut observer à présent. On voit sur la joue de Mina une larme qui perle doucement, puis une autre, et qui tombe au sol avec un plan de caméra qui suit la goutte. Et elle a la main de Kane dans la sienne. Et on a l'impression qu'il tombe en cendres à son tour. Et en même temps, il y a comme une sorte d'aura qui s'émane de ces cendres et qui pénètre dans Mina. Et là, elle sent une puissance extrême l'envahir. Et un savoir infini. Des connaissances à ne plus savoir qu'en faire. Kane devient complètement poussière. Ses larmes se sèchent. Et elle a un regard haineux, vengeur. Et elle avance d'un pas majestueux vers cette urne. Et elle la prend. Et c'est sans se retourner sur les cendres de Kane, qui désormais vit en elle, qu'elle remonte les catacombes. Elle va sans doute trouver un autre itinéraire pour sortir à l'air libre, en prenant son temps, en savourant les nouvelles sensations et les choses qui se bousculent dans son esprit. Elle sait que le sacrifice de Kane n'en était pas réellement un. Elle sait que désormais il vit en elle et que ils étaient faits pour se rencontrer, ils étaient faits pour s'unir et pour réveiller leur race. Donc Mina remonte à travers les catacombes dans ce dédale interminable et à un moment donné elle entend un bruit. Elle se dirige vers ce bruit et elle voit une bande de jeunes zonards qui la remarquent car elle n'a pas spécialement envie d'être discrète. Mais elle a peut-être envie de sang, de passer sa haine naissante sur quelqu'un.
et elle sent qu'ils sont pleins d'animosité. Et ils avancent vers elle. Ouais, ils sont trois. Et le premier a une crête sur la tête. Ils ont des lampes torches. Et il braque sa lampe sur le visage de Mina. Hé, ma jolie, qu'est-ce que tu fais là? Tu t'es perdu? Allez, viens. Et là, Mina joue la comédie. Ça semble l'amuser. Oui, je me suis perdu. On est où? T'inquiète, ma cocotte, avec nous, t'es sauvée. Il commence à s'approcher d'elle et à vouloir l'entourer de son bras. Et là, d'une célérité inimaginable et impitoyable, on voit que la tête de cet homme à la crête tombe au sol. Elle lui a littéralement... elle l'a littéralement décapité. Et on s'en rend pas compte tout de suite, en fait. Un peu comme dans ces films où les gens sont tellement rapides qu'on voit d'abord un filet de sang et quelques secondes après, on voit la tête qui glisse du cou et qui tombe au sol. Et elle regarde en souriant les deux autres. Ils sont en train de reculer. C'est quoi ça? C'est quoi ce bordel? Vous êtes qui, vous? À quoi te servirait mon nom? Tu es déjà mort. Dédicace à Kenshin. Et là, elle a envie de jouer avec eux. Et elle les laisse prendre de l'avance. Ils sont en train de s'enfuir, effectivement. Ils ont pris leurs jambes à leur cou. Leur torche balaye l'espace devant eux, mais il y en a un des deux qui trébuche. Il tombe au sol, il se relève. Il a perdu sa torche. Il continue à courir, mais il heurte les murs. Il est complètement paniqué. Et là, ils entendent dans leur esprit « Stop !» Et ils se figent instantanément, comme si leur corps ne leur obéissait plus. Et tournez-vous maintenant. Et cette injonction a un effet immédiat. Et on voit quelques lueurs de lumière, de bougies qu'ils avaient probablement allumées, éclairer la silhouette de Mina qui s'avance vers eux d'un pas léger. Et on voit qu'ils sont terrifiés. Ils sont pas paralysés, ils sont vraiment juste... ils peuvent pas bouger leurs jambes, mais on voit qu'ils respirent de plus en plus fort. Il y en a un qui se pisse dessus, peut-être même deux d'ailleurs. Et ils jettent un coup d'œil sur leur ancien ami décapité, en sachant pertinemment qu'il va leur arriver quelque chose d'assez similaire. Et là, Mina entend c'est bien, mon enfant. Je suis fier de toi. Je ne suis pas mort. J'ai dû quitter mon corps pour te guider. Il n'était plus utilisable. Mais je vais t'expliquer comment faire pour que je revienne. Mais occupe-toi d'abord de Victor. Et là, on voit un sourire quand elle avance et elle arrive devant ces deux individus qu'elle prend plaisir à faire souffrir. Et assez rapidement, elle les exécute froidement. Puis elle s'en va. Quelques heures plus tard, ce sont les épistéens cette fois-ci qui seront au fin fond des catacombes, sur le site où Cain s'est désintégré, est tombé en poussière, et où Mina a récupéré ce coffret contenant les cendres de Victor. Ils analysent
la scène, les données disponibles, et se rendre compte que Mina est partie avec les cendres de Victor et que le problème est loin d'être résolu. Les prochaines années vont être très compliquées. Et on voit ces épistéens qui constatent la tragédie qui s'est produite ici. Je ne parle pas de ces 3 petits zonards qui ont été exécutés, mais bien de l'urne où reposait ce qui servira à ressusciter Victor, hein. Et on voit une sorte de fumée un peu translucide avec une silhouette qui a une auréole qui dit à ses soldats: « Je vais m'en charger. Rentrez. » D'une voix très caverneuse et résonnante, puissante. Cette sorte de fumée translucide disparaît avec l'être qui ayant une auréole. Et là, on voit un endroit très étrange avec plusieurs êtres ailés qui ont tous des auréoles. Et on reconnaît celui qui avait été aperçu dans cette espèce de fumée translucide qui est au centre d'une pièce dont on ne voit pas vraiment, on se rend pas compte de la taille. Ça a l'air d'être comme une sorte de plan astral ou quelque chose comme ça. Et il contemple la salle, il tourne, balayant du regard tous ces autres anges, appelons-les par leur nom. « Victor a été réveillé. Préparez-vous, mes anges. La guerre est imminente. »